Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 6 au 12 octobre 2025, un numéro que nous entamons encore une fois avec la situation des hommes des médias privés nigériens. À cet effet, discrimination flagrante entre hommes de médias, les journalistes du privé sollicitent le concours de l'ONC afin d'exécuter à bien leur mission. Titre dans ces colonnes l'hebdomadaire L'actualité, qui constate que peu sont les activités auxquelles sont conviés les organes de presse privés. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, certains seraient des détracteurs du régime en place, dit-on, tel que rapporté par le journal qui poursuit. Deuxièmement, la question de leur récompense reste et demeure un fardeau pour les pouvoirs publics, croirait-on. L'obtention des factures couvrant les reportages et même les simples perdiums est devenue non seulement pour les journalistes un véritable casse-tête, mais aussi un outil d'humiliation et aussi une aubaine pour certains chargés de communication ou attachés de presse qui se sucrent autour de la question. Quelle honte! S'exclame l'hebdomadaire pour qui il est important de rappeler que c'est pour ce perdium qu'aujourd'hui, certains attachés de presse se permettent de dire aux journalistes du privé, après qu'ils aient couvert une activité, qu'ils n'ont pas été conviés à la partie. Selon l'actualité, qui conclut que l'heure d'une prise de conscience sonne chez les autorités en charge du domaine pour que les journalistes jouissent pleinement des avantages liés à leur métier, surtout ceux du privé, car sans eux, le paysage médiatique risquerait de perdre son aura et serait d'un goût fade. Loi pour protéger les lanceurs d'alerte au Sénégal et si le Niger suivait la voie du Sénégal, s'interroge l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui la corruption est peut-être à son crépuscule au Sénégal. Depuis le 26 août 2025, les autorités de ce pays ont passé à la vitesse supérieure dans la lutte contre ce fléau. L'Assemblée nationale a adopté une loi pour protéger les lanceurs d'alerte, nous apprend le journal qui poursuit, une disposition qui octroie 10% des fonds illicites recouvrés en cas de dénonciation d'une malversation quelconque. Outre cette récompense pécuniaire, la personne signalant aux autorités un crime financier jouira de l'anonymat et ne pourra être poursuivie en justice ni licenciée par son employeur ou le service qu'elle a dénoncé. Mieux, elle ne fera l'objet d'aucune poursuite judiciaire même dans le cas où elle dénonce des faits criminels auxquels elle a pris part, à condition toutefois qu'elle le fasse avant l'ouverture d'une enquête et reverse l'argent détourné, nous apprend davantage Le Courrier pour qui, confronté à une tension de trésorerie accrue et une persistance des pratiques corruptives, le Niger pourrait être tenté de suivre l'exemple du Sénégal. Gouvernance, la refondation face à la guerre communicationnelle, titrera dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui les ennemis de la refondation, qu'ils soient des acteurs internes ou des puissances extérieures, ont intensifié leurs efforts pour saboter le processus par une guerre communicationnelle. Il est impératif de développer une stratégie proactive de communication pour anticiper les crises, renforcer les capacités institutionnelles en journalisme d'investigation et fact-checking, établir des partenariats fiables pour la promotion de l'information vérifiée, intensifier l'éducation civique, le numérique pour renforcer la résilience citoyenne et valoriser les réussites de la refondation pour inspirer confiance et cohésion. La guerre communicationnelle lancée par les ennemis du Niger illustre la complexité de ces défis. Toutefois, le peuple nigérien, les autorités et les médias responsables disposent des moyens pour contrer les mensonges, renforcer l'unité nationale et bâtir un avenir stable et prospère. Les fuyards du régime précédent et leurs sponsors étrangers sont désormais des naufragés de l'histoire, incapables de freiner la marche du Niger vers l'autodétermination. La victoire de la refondation dépend de la capacité à déconstruire les mensonges, diffuser l'information vraie et mobiliser l'ensemble de la nation pour construire un Niger souverain, pacifique et prospère, conclut Le Nouveau Républicain. Détention de Ibrahim Yacoubou, les doutes persistants de l'opinion, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en Furie, pour qui l'inculpation et le maintien en détention de l'homme politique Ibrahim Yacoubou dans le cadre de l'affaire dite du marabout présumé tueur, mettant à l'épreuve les piliers du droit positif de notre pays. Alors que la gravité des faits reprochés requiert une enquête approfondie, les informations qui circulent sur le dossier soulèvent des interrogations fondamentales quant au respect des principes de la preuve et de la présomption d'innocence. En matière pénale, la légitimité d'une poursuite repose sur des indices graves et concordants liant formellement l'inculpé à l'infraction selon le satirique pour qui l'absence de preuves matérielles ou de témoignages directs constitue en droit un obstacle majeur au maintien des charges a fortiori d'une mesure de privation de liberté. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant la confrontation qui a eu lieu à la police judiciaire entre Ali Maïga, Ibrahim Yacoubou et le marabout tueur? Se demande le journal pour qui la loi permet la détention pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice. Cependant, Ibrahim Yacoubou s'est volontairement présenté aux 3 convocations des enquêteurs. Sa conduite, notamment le fait d'avoir déjà purgé une longue peine antérieure sans jamais chercher à s'y soustraire, établit par l'acte qui ne cherche pas à fuir. L'impératif de la transparence judiciaire face à la persistance des doutes sur un éventuel complot visant à liquider l'ancien ministre
la justice détient les clés pour éclaircir la situation. Pour une pleine et entière transparence et pour asseoir la légitimité de sa démarche, le système judiciaire pourrait utiliser les outils légaux à sa disposition en communiquant sur les éléments précis de l'enquête qui ont conduit à l'inculpation, les motifs légaux et factuels qui justifient le maintien en détention provisoire malgré les dénégations et l'absence apparente de lien direct. La mise à disposition de ces supports factuels serait la preuve la plus tangible que l'action judiciaire est menée uniquement sur la base des éléments de l'enquête et des impératifs du droit pénal, conclut le Canard en furie. Niger brique l'exemplarité fiscale sous le feu de projecteurs qui veut dénigrer un modèle, s'interroge l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui constate que l'actualité judiciaire et économique nigérienne est secouée par une affaire qui soulève une question fondamentale. Au Niger, le civisme fiscal est-il une vertu récompensée ou un talon d'Achille exposé à la vindicte? Au centre de cette polémique se trouve la société Niger Brick, dont l'intégrité est formellement attestée par un document officiel, un témoignage officiel de satisfaction délivré par la Direction générale des impôts et signé le 25 février 2025. Ce paradoxe met en lumière une réalité troublante où les allégations non fondées s'opposent aux preuves irréfutables de l'État. L'affaire Niger Brick est un test décisif pour l'État nigérien. Le témoignage officiel de satisfaction est la pièce maîtresse qui exige des institutions de contrôle, DGI, douane, justice, la plus grande transparence pour clarifier cette situation. Le Niger doit choisir entre défendre et protéger les entreprises qui jouent le jeu de la légalité et qui contribuent loyalement aux recettes publiques ou céder à l'ombre de ceux qui prospèrent dans l'opacité et l'arrangement. La défense des codes n'est pas une fin en soi, elle doit garantir une justice inattaquable et ne pas devenir un instrument de persécution. L'avenir de Niger Brick est le miroir de la volonté de l'État de faire de l'exemplarité fiscale une force et non un danger, conclut Le Monde aujourd'hui. Refus de la démocratie, le grand malaise citoyen titre pour sa rubrique billet l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui la métamorphose de nombreux acteurs de la société civile, jadis épris de liberté, de transparence et de justice, désormais allergiques au mode de gouvernance démocratique, est aussi spectaculaire qu'inquiétante. Ils sont aujourd'hui nombreux à dénoncer la démocratie comme un produit importé, un modèle occidental inadapté à nos réalités. Ce discours trouve un écho grandissant dans une population désabusée, fatiguée des promesses non tenues et des élites corrompues. Mais cette désillusion ne doit pas être confondue avec une critique profonde de la démocratie en soi. Car ce n'est pas la démocratie qui a échoué, c'est l'usage que nous en avons fait, selon Le Hérisson. Ingal, rideau sur la 58e cure salée, symbole de paix et de refondation nationale, titre dans son magazine spécial Niger Times, qui nous apprend que les festivités de la 58e édition de la cuire salée se sont achevées en fin de matinée du lundi 6 octobre 2025 dans la cité historique d'Ingal, région d'Agadez. Durant 3 jours, la ville a vibré au rythme d'une ambiance mêlant solidarité des acteurs du pastoralisme et ferveur culturelle. La clôture a été marquée par le discours du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed El Haj Ousmane, qui a dressé le bilan d'un événement qu'il a qualifié de succès inédit et de miroir fidèle de notre culture pastorale. Un point fort de cette édition a été l'organisation d'audiences foraines pour l'établissement des pièces d'état civil, jugement supplétif de naissance, carte d'identité, enregistrement au RSU, etc., illustrant la volonté de rapprocher l'administration des populations nomades, selon le journal qui poursuit. Le discours du ministre s'est conclu sur un message fort. Les participants repartent avec la conviction que la paix, la cohésion sociale, la consolidation de l'unité nationale sont des biens publics essentiels. Sans cohésion, il n'y a point de paix durable. Et sans paix, il n'y a point de développement possible, a-t-il martelé en faisant de ce principe un serment pris à Ingal pour guider les actions futures, conclut Niger Times. Après le limogeage de son secrétaire général, le ministre du Pétrole serait-il le prochain sur la liste? S'interroge dans sa parution du 9 octobre le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que par décret numéro 2025-404/PRN du 29 juillet 2025, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, a créé des comités de négociation avec les partenaires composés de ministres, secrétaires généraux, directeurs de sociétés d'État et conseillers de la présidence de la République. Une innovation pour chaque membre de prêter serment sur le Saint-Coran avant d'entrer en fonction. Mais à peine la mesure annoncée, des résistances ont émergé. Et pas n'importe où. Le nom du ministre du Pétrole, Dr Sahabi Oumarou, ainsi que celui de son ex-secrétaire général sont cités parmi les responsables qui refuseraient de se mettre à la prestation de serment coranique. Si le secrétaire général a été écarté, qu'est-il du ministre, cité lui aussi comme réticent?
S'interroge l'enquêteur qui conclut avec une autre question. Doit-on s'attendre à un réaménagement imminent au sein du gouvernement? Visite du président de la République à Tillabéri, la population s'est mobilisée pour écouter le message du chef de l'État, titre dans les colonnes de sa parution en date du 6 octobre, le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend que le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a effectué une visite de travail du 4 au 5 octobre 2025 dans la région de Tillabéri. C'est ainsi que le samedi 4 octobre, le chef de l'État a assisté à un meeting populaire à la tribune officielle de la ville. Le président de la République a invité les Nigériens à contribuer davantage dans l'effort national à travers le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Si chaque mois, chaque Nigérien fait un geste de 100 francs, la caisse de FSSP obtient 2,7 milliards. Ce geste permettra d'équiper nos forces de défense et de sécurité en matériel nécessaire, en moyens roulants ou en armes, a-t-il expliqué. Le général d'armée Abdourahmane Tiani a également exhorté la population à promouvoir la paix, la cohésion sociale, la fraternité. À ce niveau, il a rappelé que l'État continuera les efforts de recrutement des forces de défense et de sécurité pour non seulement protéger la population, mais aussi la protection des installations stratégiques telles que rapportées par le Sahel. Le début de la fin, titre pour son éditorial l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui nos présidents de la Confédération AES, Capitaine Ibrahim Traoré, généraux d'armée Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani, même s'ils savent bien briser la glace en dénonçant les complots dont nos pays sont victimes des soins des impérialistes, ne sont pas des hommes bavards. Nous ne savons presque jamais ce qu'ils préparent avant qu'ils ne le réalisent. D'ailleurs, rares sont les fois que nous découvrons leurs actes ou du moins, nous n'en voyons que la partie visible. Ils réfléchissent, décident, manœuvrent, exécutent dans le secret, si bien qu'ils ont toujours réussi à surprendre les services de renseignement occidentaux les plus efficaces. La succession des événements et les bribes des mots prononcés au sommet de nos États, même s'ils ne permettent pas de savoir ce qui se prépare, donnent une idée assez claire. Celle d'une nouvelle ère qui pourrait bien être le début de la fin du terrorisme au Sahel. Ainsi soit-il, conclut L'Éclosion. Ville de Niamey, charrette et pousse-pousse interdits aux abords des marchés, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Écho du Monde, qui nous apprend que dans un communiqué rendu public le mardi 7 octobre dernier, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Soumana Garanti Boubacar, déclare que cette catégorie de travailleurs, charrette et pousse-pousse, est autorisée à exercer seulement dans les différents quartiers de la ville. Là aussi, il leur est recommandé le strict respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Ainsi, la municipalité centrale de Niamey interdit la fréquentation des marchés aux propriétaires de charrettes et pousse-pousse. Il leur est strictement interdit de mener leurs activités de dako ou kaya-kaya à l'intérieur ou à l'extérieur des marchés, dans les pourtours ou à bord des 10 marchés. La capitale vitrine du pays n'en a plus besoin, semble dire le communiqué de la municipalité, conclut Écho du Monde. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.